l'enfant. Donc juste pour vous dire que l'actualité était assez brûlante dans ce domaine-là, puisque nous avons maintenant une nouvelle définition du sepsis et du choc septique chez l'enfant. Donc je vais essayer de vous l'exposer. Puis nous parlerons des diagnostics différentiels, puisqu'on voit que le syndrome septique, en fait, c'est assez compliqué à faire comme diagnostic. L'enjeu, c'est la reconnaissance précoce. Donc je vais dire quelques mots sur les méthodes pour essayer de reconnaître précocement les enfants septiques. Et puis, on va parler de prise en charge avec ce qu'on appelle les bundles, bouquets d'actions coordonnés, basés essentiellement sur le remplissage vasculaire, l'antibiothérapie adaptée, les amines précoces, voilà, et l'impact que ça a pour implanter ces recommandations internationales. Donc nous avions une première définition du sepsis que nous utilisions jusqu'alors, qui définissait le choc septique par un sepsis nécessitant du remplissage et des vasopresseurs. Et le sepsis, c'était une infection suspectée avec un syndrome inflammatoire systémique. Puis, les adultes, en 2016, ont apporté un nouveau concept en disant que le sepsis est une infection suspectée avec une défaillance d'organes et avec un score de SOFA supérieur à 2. Et le choc septique, un sepsis nécessitant du remplissage et des vasopresseurs et un lactate élevé. Donc, on voyait que des paramètres biologiques apparaissaient dans la définition. La problématique, c'est que le syndrome inflammatoire généralisé systémique, le SIRS, aux urgences, c'est malheureusement pas un très bon critère diagnostique. En fait, ça n'identifie pas bien les patients qui vont mourir ou qui vont avoir besoin de réanimation. La sensibilité pour identifier ces patients était très faible, comme vous voyez sur ce travail, à 23% et une spécificité à 84,9%. Plus de 90% des enfants que vous voyez fébriles aux urgences ont des critères de SIRS en fait, et moins de 5% d'entre eux pourtant vont aller en réanimation ou vont malheureusement décéder. Donc on a des difficultés avec la définition ancienne à vraiment identifier les enfants septiques avec cet outil. Quand on regardait d'ailleurs cette étude faite par Mark Weiss, donc, qui comparait le diagnostic fait par un clinicien et avec les critères de la conférence de consensus que je viens de vous présenter, eh bien, malheureusement, la concordance était très mauvaise avec un kappa à 0,57. Le nouveau concept, c'est de dire le sepsis, c'est une défaillance d'organes causée par une dérégulation de la réponse de l'hôte à une infection suspectée. Le choc septique, c'est un sous-groupe de patients avec défaillance circulatoire et dysfonction métabolique, avec lactate supérieur à 2. Donc ça, c'est le concept adulte. Donc on est passé d'un système où on utilisait le SIRS pour identifier ces patients septiques, et on a déplacé, je dirais, le niveau de gravité vers la défaillance d'organes. Et donc, à partir de quand la réponse de l'hôte entraîne une défaillance d'organes, et on rentre alors dans le sepsis vrai et le choc septique, quand la défaillance d'organes est cardiovasculaire. Donc on voit bien qu'on a changé un peu le concept. Ce concept est applicable chez l'enfant, mais on ne savait pas comment bien définir les défaillances d'organes, quels outils utiliser, quel score. Chez l'adulte, je vous ai présenté le SOFA, on ne pouvait pas l'appliquer à la pédiatrie. L'hypotension, comme vous le savez, chez l'enfant, elle est tardive et n'est donc pas une condition nécessaire à l'insuffisance circulatoire chez l'enfant. L'enfant peut être en insuffisance circulatoire aiguë, avec des signes d'hypoperfusion périphérique, une tachycardie, alors qu'il n'a pas d'hypotension. Et c'est très important d'identifier dès ce stade l'enfant qui est en défaillance circulatoire et pas au stade d'hypotension qui est trop tardive. En plus, dans la définition, on parle de remplissage vasculaire adéquat. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on ne savait pas quelle était la place du lactate en pédiatrie. Petit à petit, on est, suite à un groupe d'experts qui s'est réuni au niveau international, qui ont suivi une méthode bien particulière avec une enquête de 2800 cliniciens, une revue systématique de la littérature, des méta-analyses et une étude de validation faite sur plusieurs cohortes dans le monde, permettant d'identifier un nouveau score, ce qu'on appelle le Phoenix Sepsis Score, qui, quand il est supérieur à 2 dans les premières 24 heures, définissait bien des enfants qui étaient à haut risque de décès, 7% dans les pays à haut niveau de revenus et 28% dans les pays à faible niveau de ressources. Donc cet outil, c'est il était caché, c'est le Phoenix Sepsis Score, donc qui évalue toutes les défaillances d'organes respiratoires, cardiovasculaires,
Et puis ensuite, il y a la coagulation et on définit maintenant un sepsis quand il y a une infection suspectée et un Phoenix score supérieur à 2 ou un choc septique quand la défaillance d'organes cardiovasculaires est au moins supérieure à 1, c'est-à-dire une hypotension ou l'usage de vasopresseurs ou un lactate élevé. Donc on a quand même bien gardé cette notion d'hypotension, mais on a la possibilité d'avoir un point de score cardiovasculaire en cas de l'usage de vasopresseurs parce que l'enfant a des signes de mauvaise perfusion périphérique et ne répond pas bien au remplissage ou parce que son lactate est très élevé. Quand on regarde ce score, on voit quand même que les seuils d'hypotension artérielle sont très très bas, avec des niveaux à 30, 38 pour l'enfant de moins d'1 an. Donc quand même un score assez sévère comme critère pour définir le choc septique. Donc si un enfant que vous voyez aux urgences et qui présente, alors je vais essayer d'utiliser le pointeur, donc qui présente une fièvre, qui est suspect d'infection, on va le screener pour tous les paramètres vitaux pour le sepsis. Et si on suspecte un sepsis parce qu'il est particulièrement tachycarde, qu'il a des signes de mauvaise perfusion périphérique et des signes de défaillance d'organes, une polypnée et autres, on va évaluer ces défaillances d'organes pour essayer d'élaborer ce score de Phoenix. Donc il va falloir lui faire un bilan avec de lactate, avec un bilan de coagulation, et un bilan hépatique et un bilan rénal pour pouvoir classer ces défaillances d'organes. Et si la défaillance d'organes elle est hémodynamique, on va parler de choc septique et à ce moment-là, il va falloir appliquer tout un bouquet d'actions coordonnées. Mais comme je vous l'ai dit, le diagnostic n'est pas aussi simple que ça. Le sepsis, c'est un syndrome, ce n'est pas une maladie. Et on a des sepsis bactériens, mais ce n'est pas, on va le voir, 100% des cas. On peut avoir des sepsis viraux. Le Covid a été un excellent exemple chez l'adulte. La grippe, l'entérovirus chez les nourrissons donne des tableaux septiques réels. Les arboviroses, des infections fongiques, des infections parasitaires, mais aussi d'autres tableaux qui ressemblent à des chocs septiques, qui sont des chocs toxiniques, qui ont des caractéristiques différentes et une prise en charge qui peut être différente, comme le choc toxique, staphylococcique et streptococcique. Et puis, on peut avoir tout à fait les critères de sepsis dans certaines maladies inflammatoires, pancréatite, brûlure, mais aussi maladies inflammatoires systémiques, comme le PIMS ou le MIS-C, qu'on a vu à l'occasion des infections à SARS-CoV-2, les syndromes d'activation macrophagique, les DRESS syndrome ou les Kawasaki avec choc. D'ailleurs, les deux grosses cohortes, le SPOT Study et la cohorte australienne de Lawrence Schlarbach, ont montré que finalement, dans la documentation bactérienne dans les chocs septiques était de 40 à 50% seulement. Donc on base l'ensemble du diagnostic, de la définition et de la prise en charge sur, d'une part, une infection suspectée et un traitement antibiotique, mais en fait, dans 50% des cas, on ne trouve pas l'agent pathogène, ce qui pose quand même question. Alors, effectivement, quand on compare un tableau de type PIMS, un choc toxinique, un DRESS syndrome, un Kawasaki ou un syndrome d'activation macrophagique, parfois le diagnostic différentiel est très compliqué. Et je vous ai fait un tableau qui résume un peu les caractéristiques de chacun de ces tableaux gravissimes avec défaillance d'organes. Et on voit que les traitements, en fait, sont complètement différents. Pour certains, on va mettre un antibiotique et un antitoxinique, comme dans le choc toxinique. Et pour les autres, on va mettre des immunomodulateurs, que ce soit les immunoglobulines ou les corticoïdes. Donc il est très important de garder cette nécessité de faire des diagnostics et avoir une attitude, certes, très stéréotypée, standardisée, mais derrière de faire des diagnostics précis, parce que parfois ce n'est pas un tableau septique vrai bactérien, mais c'est un tableau septique dans le cadre d'une infection systémique inflammatoire qui nécessite un traitement anti-inflammatoire. Donc l'exemple du MIS-C, donc avec Alexandre Belot, on avait bien caractérisé ces MIS-C en les comparant aux chocs toxiniques, aux maladies à Kawasaki, et en regardant sur leur profil clinique et leur profil biologique et immunitaire, et on s'était aperçu que c'était une maladie à super antigène qui avait une expansion dans le réarrangement V-bêta 21.3 qui était caractéristique de cette maladie. Donc c'est un travail qui a été rapporté dans Science Immunology
Et on a confirmé ça dans une étude clinique prospective, l'étude HPI Covid que j'ai coordonnée, qui montre qu'il y a effectivement parmi les MIS-C 85% d'enfants qui ont ce marqueur-là, qui est vraiment un marqueur assez spécifique de ces maladies, et donc qui permet de faire un diagnostic assez rapide et de mettre un traitement par corticoïde, alors que ces enfants souvent sont traités comme des chocs septiques. Donc voilà un des exemples qui vous montre que le choc septique n'est pas toujours une infection bactérienne. Donc dans la nouvelle définition, on veut essayer de prévenir les cas mortels, on veut essayer d'identifier les enfants qui vont évoluer vers une forme grave, et pour ça, il faut quand même aussi s'efforcer d'avoir une confirmation étiologique. On a maintenant des outils comme des biomarqueurs d'infection bactérienne qu'il va parfois falloir utiliser, des nouvelles techniques microbiologiques basées sur les PCR qui nous facilitent beaucoup le travail et la rapidité du diagnostic, des tests rapides, des PCR, qui vraiment changent la donne. Donc il faut savoir utiliser ces outils qui nous permettent d'avoir une détection précoce et une identification précoce des agents pathogènes et d'adapter nos antibiotiques. Donc dans la détection précoce, qui est très important, comme je vous l'ai dit, devant un enfant qui a de la fièvre aux urgences, c'est très compliqué d'aller identifier celui qui va évoluer vers le sepsis et le choc septique. Et donc il y a des outils de tri pour ça que nous utilisons tous dans nos urgences, et il y a des systèmes de détection automatique à partir des constantes et des signes cliniques qui ont été construits par Mme Balamut et qui a montré que ces outils étaient très utiles pour identifier le patient septique et ensuite lui apporter un traitement coordonné. Donc ce screening systématique aux urgences doit être mis en place dans chaque service d'urgence et bien réfléchir à vos flags de red flag sur le choc septique. Qu'est-ce qui doit vous alerter? Les signes de mauvaise perfusion périphérique, la polypnée, les changements de comportement qui vont vous dire cet enfant, lui, par rapport à une fièvre classique, il n'est pas comme d'habitude. Donc c'est une sorte de triade entre l'infirmière d'orientation, les parents et le médecin. L'infirmière d'orientation va faire son quick look, va prendre les constantes, va chercher les signes d'hypoperfusion et va nous dire si cet enfant a un terrain immunodéprimé, greffé, parce que là on sait très bien que pour cela il va falloir une attitude très rapide et ne pas se manquer. Les parents, il faut savoir écouter leur inquiétude et essayer de la formaliser un peu mieux. Et qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce que cliniquement vous inquiète par rapport à la tolérance de la fièvre habituelle de votre enfant? Et le médecin, lui, il va avoir son impression générale et il va faire son approche structurée. Et il faut vraiment être systématique avec une approche structurée ABCDE pour ne rien louper et identifier toutes les défaillances d'organes respiratoires, cardiovasculaires, neurologiques et ensuite digestives. Dans la biologie, ce qui est important, c'est déjà de faire un diagnostic. Donc l'hémoculture, elle fait partie des bouquets d'action initiaux. Si vous avez un purpura, par exemple, vous allez faire une biopsie de peau pour faire la PCR méningocoque. Et les autres examens importants sont le lactate, le glucose et le calcium et la coagulation. Le reste, ça peut se faire secondairement, je dirais, c'est moins important. Mais comme le lactate, l'hypoglycémie, l'hypocalcémie doivent être corrigés et sont corrélés au pronostic, il est très important de doser ces marqueurs-là très vite. Or, c'est très facile de faire un dextro, de faire un gaz du sang avec un lactate. Il faut quelques gouttes de sang, ça suffit. Ce qui a été montré, c'est que le respect de ces bouquets d'action, dans l'État de New York, ils en ont fait une sorte de loi, en quelque sorte, de prise en charge. Et donc, ils ont regardé dans l'État de New York ceux qui respectaient et ceux qui ne respectaient pas ce protocole. Et ce qu'ils ont montré par une analyse en régression logistique multivariée, que le fait de respecter ces bundles dans la première heure était associé à une meilleure survie. Et en score de propensité, ils avaient également retrouvé le même niveau d'odds ratio. Vous voyez ici, donc une amélioration de la mortalité grâce au respect des bundles. Donc depuis, il est très clair qu'il faut, d'une part, faire un prélèvement sanguin, doser l'hémoculture et le lactate, secondairement remplir et ensuite mettre l'antibiotique. Tout ça dans l'heure, si possible, qui suit la prise en charge. On voit que surtout la mortalité augmente à partir de 3 heures suivant le diagnostic. Et donc, il faut essayer d'agir entre 1 heure et 3 heures pour vraiment donner tous ces bouquets d'actions le plus vite possible. Et c'est l'ensemble coordonné de ces actions qui améliore la mortalité. Donc l'antibiothérapie, elle doit être adaptée, assez large pour ne pas manquer des germes. Elle doit être à forte posologie au niveau initial, avec une dose de charge puis une perfusion continue pour les antibiotiques temps dépendants, comme les bêta-lactamines.
Ne pas louper les syndromes toxiniques et mettre des antitoxiniques type clindamycine dès qu'on suspecte un choc toxinique staphylococcique ou streptococcique. Ne pas oublier de traiter la source, éventuellement par un drainage pleural par exemple, ou une chirurgie pour une cellulite ou une fasciite. Et puis attention aux immunodéprimés, de prendre en compte leur portage, parce que ce sont des enfants pour lesquels, si vous vous loupez sur l'antibiothérapie initiale, les catastrophes peuvent être très rapides. Donc le remplissage, c'est la deuxième stratégie. Et pour les recommandations de Surviving Sepsis Campaign, on disait qu'il fallait remplir jusqu'à 40 à 60 ml/kg, avec des bolus de 10 à 20 ml/kg pendant la première heure. Depuis, on a vu qu'on essaie de diminuer un petit peu ce remplissage pour éviter la surcharge hydrique, qui est une source de comorbidité. Et une enquête anglaise, l'étude pilote FISH, qui avait été réalisée, comparant 10 à 20 ml/kg de remplissage en 15 minutes, avait montré en fait qu'ils arrivaient très vite à stabiliser les enfants avec 1 ou 2 remplissages, et que les volumes de remplissage n'étaient pas aussi majeurs que ce qui était noté dans la Surviving Sepsis Campaign, en moyenne de 13 à 20 ml/kg. Une autre étude a comparé 20 ml/kg en 10 minutes versus 15-20 minutes et montrait un taux d'intubation et de complications respiratoires plus élevé dans le groupe qui était en bolus. Donc, remettant en cause aussi, comme on le savait, l'importance de faire des choses trop rapides. Donc, il est très important d'essayer de pondérer ce remplissage et notamment sa rapidité. La réponse au remplissage, elle peut se faire sur le débit cardiaque, sur la pression artérielle moyenne, mais on sait qu'il n'y a pas de corrélation entre ces deux paramètres et que certains enfants s'aggravaient avec un seul remplissage. Donc il est très important de réévaluer à chaque remplissage la réponse et la tolérance. Donc si je résume pour les remplissages vasculaires, il faut utiliser des solutés balancés plutôt que du sérum salé isotonique, 10 à 20 ml/kg en 10-20 minutes par en bolus, 1 à 2 remplissages au niveau initial, surtout en réévaluant systématiquement les objectifs et la tolérance, et ensuite en se posant la question, est-ce que je dois introduire les amines ou pas? Pour ça, on a quelques études qui montrent que l'introduction des amines précoces semble diminuer le volume de remplissage et a une tendance à améliorer les défaillances d'organes. On a 2 études, dont celle-ci est indienne, sur la norépinéphrine, qui était intéressante pour montrer que l'introduction précoce de noradrénaline dans les chocs vasoplagiques était à encourager, diminuant la surcharge volumique. Ensuite, il y avait le débat entre le type d'amine qu'on doit introduire. Est-ce que c'est l'adrénaline, la dopamine ou... Dopamine. Une seconde. Et puis, excusez-moi. Ah, c'est bon, c'est revenu. Donc actuellement, il n'y a pas dans les recommandations internationales de priorisation entre noradrénaline et adrénaline, mais il faut utiliser l'une ou l'autre, celle que vous avez l'habitude d'utiliser et de manier, celle que vous avez l'habitude, que les infirmières ont l'habitude de faire au niveau de la concentration, mais c'est très important de former vos équipes à ça. Et il faut le faire même sur voie veineuse périphérique. Ne pas dire « oui, j'ai pas de voie centrale, je ne peux pas mettre d'amine ». Non, on peut le faire sur voie veineuse périphérique. Si vous avez un cathéter intra-osseux, c'est encore mieux, mais utilisez vraiment les outils que vous savez maîtriser, mais ne pas retarder la mise en place d'inotropes, ça c'est très important. Donc si je résume, une antibiothérapie précoce dans la première ou troisième heure avec du C3G, donc il faut pour ça une voie veineuse ou un cathéter osseux, un remplissage rapide, mais pas trop, entre 10 et 20 ml/kg sur 20 minutes, titré, qui doit être réévalué en réévaluant ses objectifs, la tolérance, est-ce que je n'ai pas un gros foie, est-ce que je n'ai pas une surcharge hydrique qui apparaît avec des besoins d'oxygène, et introduire les vasopresseurs précocement. Pour ça, on cède du lactate et on screen le lactate à plusieurs temps d'évolution pour voir si l'enfant répond. Et enfin, s'il a évolué vers le choc septique, il faut le transférer et coordonner le transfert avec la centre de réanimation de référence de votre secteur pour que le transfert se fasse dans de bonnes conditions. Et ça, c'est très important aussi. Voilà, donc en résumé, la reconnaissance du sepsis grave, c'est très important. Il faut une approche structurée. Il faut rechercher les signes de choc et notamment les signes de mauvaise perfusion périphérique chez l'enfant. Suivre la nouvelle définition. Ensuite, on applique les bouquets d'action avec ce trépied, le bilan sanguin, le remplissage et l'antibiothérapie.
en n'oubliant jamais donc, de prioriser plutôt le lactate, la glycémie, le calcium ionisé et la coagulation. On fait donc le remplissage vasculaire jusqu'à maximum 40-60 ml/kg, mais en réévaluant régulièrement notre enfant pour voir sa tolérance. Et on suit des objectifs précis. Le lactate, la pression artérielle moyenne, la diurèse, la fréquence cardiaque et les extrémités. Et on regarde si la perfusion des organes s'améliore. Si les objectifs sont atteints, on va le surveiller en surveillance continue. Si les objectifs ne sont pas atteints, c'est là qu'on introduit très vite les amines et qu'on organise le transfert en réanimation pédiatrique spécialisée parce qu'on ne pourra pas gérer cet enfant sans intubation, sans drogue inotrope plus complexe, sans une évaluation échographique. Et c'est là que la prise en charge réanimatoire intervient. Donc tout ça, c'est coordonné et chronométré. On a 5 minutes pour mettre une voie d'abord, on a 10-20 minutes pour faire le premier remplissage, réévaluer les objectifs, réévaluer le lactate, et ensuite 1 heure pour appliquer l'antibiothérapie et les inotropes précoces. C'est une course contre le temps et une prise de conscience collective avec l'infirmière et le médecin que cet enfant doit avoir tout ça. Voilà, je vous remercie.